Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère. Laurent Moyer, bonjour. Bonjour. Alors, avant de revenir sur les films que vous avez tournés, plus de 160 à ce jour, des petits, des grands, des moyens, de nous raconter aussi l'épisode avec Bernard Desrands qui s'est gentiment prêté au jeu, mais avec quelques exigences, nous le verrons. On parle de votre projet en cours, Playing for Matésine. De quoi s'agit-il ? Alors, Playing for Matésine, c'est un sujet qui, à la fois, permet de faire travailler des musiciens, des techniciens. Il y a beaucoup de talents dans notre chère Matésine. Il y a des musiciens professionnels qui tournent dans toute la France et dans toute l'Europe. Et à la fois aussi faire la promotion de ce territoire qu'on adore. Donc, le principe du Playing for Matésine, pour ceux qui connaissent le Playing for Change, c'est d'enregistrer chaque musicien dans chaque lieu emblématique sur lequel ils seront dans le sud d'Isère, enfin la Grande Matésine, un pays de Corps, Valbonnet, Matésine. Et donc chaque musicien aura sa piste. Et ensuite, on les filme, on les capte en direct avec un ingénieur du son. C'est pour ça qu'il faut aussi, c'est une équipe professionnelle qui va tourner. On va tourner à 6-7. Et donc une fois, on mixe les images et le son et on va sortir. Bien ensemble, les gars. Voilà, et on va sortir 3-4 clips sur 3-4 morceaux qu'on aura choisis. Et ces clips de 3-4 minutes montreront une une très belle chanson, on a le choix, et montreront tous les territoires tous les beaux lieux du territoire en l'espace de 3-4 minutes. Ça permettra de faire effectivement la promotion du territoire qui en a bien besoin parce que voilà, la Matésine pendant longtemps a eu cette image de territoire minier un peu sombre et tout ça. Et nous on veut montrer autre chose parce qu'on sait que c'est un territoire qui a énormément de valeur. On est à la porte des écrins, il y a des très beaux sommets. C'est quand même le pays. Moi, j'habite à la Motte d'Aveillan, à un quart d'heure de chez moi, j'ai 5 lacs. On peut pas dire que, par exemple. Quel ambassadeur hein. Oui. Bon, alors on a bien compris. On va en parler de la Matésine. Oui. Vous inquiétez pas, Laurent. On va faire que ça, parler de la Matésine. Je vous en prie. La Matésine qui est en plein réveil. On va le voir avec une forte mobilisation de sa population. Donc, on a bien compris que ces clips ont pour vocation de faire la promotion de la belle Matésine, de ces beaux musiciens, chanteurs. Vous avez d'ores et déjà tourné un teaser, je crois. Oui, on a tourné un teaser parce que justement c'était une équipe assez particulière parce qu'on va faire de la captation en pleine nature. Alors là, on n'a pas fait de la captation en pleine nature, mais on voulait savoir si entre l'image, le son, la réalisation, la direction musicale, parce qu'il faut que quelqu'un soit en charge des musiciens, vu que les musiciens ne vont jamais se croiser, mais au résultat, on aura l'impression qu'ils joueront ensemble. Donc on a voulu faire un test. On a sollicité la ville de Lamure, voir s'ils pouvaient nous prêter le musée Matézin, que ça nous permettait d'avoir 8-9 musiciens en même temps sur un site. Donc on les a enregistrés les uns derrière les autres. Et on a fait un film qui est visible sur notre chaîne YouTube. Nous mettrons le lien aussi sur notre site francebleu.fr. C'est très gentil. Et donc on a sorti un morceau d'époque très connu que c'est Dirty Old Town. Et donc c'est un standard de la musique irlandaise. Il y a un esprit un peu irlandais en Matésine, c'est le côté minier, un peu ouvrier, qui fait que ça allait bien. Et donc la ville de Lamure nous a prêté le musée pendant l'exposition Lego, c'était en septembre dernier. Et on a tourné ce clip qu'on a monté assez tardivement parce qu'on n'était pas très très pressé. On est une association, on n'a pas des contraintes, voilà. Et donc en janvier on l'a sorti, il marche bien. Il a été vu dans une 40aine de pays. Vous parliez des noms de pays, voilà. Et c'est un film qui est pas mal suivi, ça nous permet aussi de vendre notre projet. Oui, alors voilà. Les sites remarquables que vous allez filmer, c'est quoi par exemple ? Par exemple, en Matésine, si on réfléchit très vite, il y a la Pierre Percée, qui est quand même un lieu très connu. Une des 7 merveilles du Dauphiné. Ouais. Moi, c'est le monde, moi. Oui. Il y a les jardins de Babylone aussi, mais on n'ira pas. Et donc, il y a la Pierre Percée, il y a les passerelles du Monténard, que j'ai souvent filmé parce que je tourne aussi pour l'équipe du Trail des passerelles du Monténard, qui a lieu en juillet. Il y a différents endroits, le Clos des Mirets, le canal du Beaumont, par exemple, qui est un endroit qui est sympa. Il y a la Souloise, qui est une rivière sur laquelle il y a un bateau électrique qui transporte des passagers. Et là, on pourrait tourner un musicien sur ce chapeau. Alors, les musiciens sur le chapeau, oui, un musicien sur le chapeau, c'est pas mal au sommet d'une montagne. Sur le chapeau, il va bien, Laurent Moyer, oui, il va très bien. Alors, on est vendredi aussi, il faut comprendre. Les musiciens, vous les choisissez comment ? C'est que du cru, du local ? Au maximum, on va essayer
des musiciens du cru. Par contre, on a déjà le cas pour rechercher un violoncelliste. On n'a pas de violoncelliste en Matésine. On lance un appel violoncelliste Mathésin. Voilà. Ça n'existe pas. On est un tout petit milieu. La Matésine, c'est 7-8 000 habitants, donc c'est pas énorme. On n'a pas trouvé de violoncelliste. Par contre, on a des contacts sur les violoncellistes qui sont isérois ou même vous lyonnais, acceptez quand même en dehors de la Matésine des musiciens Oui, bien sûr. Bon, quand même. S'ils sont très bons. Ce projet, s'ils sont isérois, ils sont très bons. Enfin, Laurent Moyer. Ce projet, il est presque ficelé, là. Qu'est-ce qui manque ? Il manque de l'argent. Oh non, c'est étonnant. Qu'est-ce que vous voulez ? Il manque de l'argent. Bon, il y a déjà des gens qui se sont engagés. Hein. Ouais, la ville de Lamure nous suit d'ores et déjà. On a le Crédit Agricole aussi comme partenaire qui nous suit. Et on est en attente des décisions. C'est en commission actuellement avec la région, la communauté de communes et le département. Donc nous, on garde espoir. On est combatif et optimiste. Et la région nous écoute, hein. Vous avez entendu la région. Allez, on compte sur vous. Hein. On y tient, nous, à ces clips. Laurent Moyer, vous ne bougez pas. On va parler des films que vous avez tournés, notamment Zone d'ombre. Eh bien, on en parle juste après. Marc Lavoine et Claire Kaim sur France Bleu Isère. Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère. Et nous accueillons aujourd'hui Laurent Moyer, donc réalisateur au sein de Mésange Productions, une association qui produit des réalisations audiovisuelles, des longs métrages, des courts métrages, des clips. Vous êtes basé en Matésine qui est votre sujet de prédilection, et vous avez notamment tourné un long métrage, Zone d'ombre. Alors racontez-nous l'histoire de ce long métrage, une fiction. C'est une fiction qu'on a tourné entre 2005 et 2006. Il est sorti en 2007. C'est un film qui fait 1h50, donc un très long métrage, qui a nécessité beaucoup de moyens, 55 jours de tournage. Alors, avant qu'on soit dans les moyens, c'est quoi l'histoire ? L'histoire de Zone d'ombre. Oui. Mais en fait, au départ, j'avais été très touché par une dame m'avait raconté le décès de son frère le 4 mai 71. Donc le 4 mai 71, il y a eu un dégagement instantané. C'est l'équivalent pour les gens qui viennent du Nord du grisou, mais c'est pas le grisou, c'est pas tout à fait parce qu'on extrait de l'anthracite. En Matésine, on extrayait en tout cas de l'anthracite. Et donc j'avais été très touché par cette histoire et je m'étais dit tiens, on pourrait raconter l'histoire effectivement de l'époque en 71, de cet accident qui avait été assez effroyable. Donc, il avait tué 8 hommes, d'un seul coup par cette explosion. Et donc, en commençant à enquêter, à rencontrer des anciens mineurs, je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'histoires que de mineurs qui me la racontaient. Donc, on s'est dit à l'époque que je co-scénarisais, on était deux à écrire le scénario, j'étais avec mon ami Nicolas Vialanex. Et donc on s'est dit on va plutôt faire une fiction, mais on va quand même leur rendre hommage, on va refaire cette fiction en 71. Donc on a raconté un peu les prémices des fermetures de la mine dans un polar minier, c'est le genre qu'on s'est créé. Donc il raconte l'histoire d'un directeur qui a une mission pour fermer la mine, sauf qu'il n'a pas tout à fait les épaules. C'est le président des Houillères qui l'envoie, qui était joué par Bernard Desrands. Alors ça, vous allez revenir là-dessus. Voilà. C'est dingue ça. Et donc il n'a pas tout à fait les épaules. Il lui donne 12 mois pour fermer la mine, sauf qu'il va tomber sur une population un petit peu rustique, un peu rude et très fière un peu de son travail, de son outil de travail. Donc ça va pas se passer tout à fait comme il le souhaite, et c'est voilà. Il y a un côté germinal. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Vous évoquez le Nord, donc. Oui. Justement, non, il y a pas un côté germinal. Ça raconte pas la misère. Ça raconte plutôt la fin de la révolution industrielle. On peut dire que avec la première crise pétrolière, enfin entre 68 et 73, on a fini, mais 68, 73, c'est la première crise pétrolière. Oui. Et là, c'est la fin d'une époque. C'est la fin de la révolution industrielle. Toutes les mines Saint-Étienne a fermé en 73. La Mure, a fermé en 97. Dans l'histoire, ça se passe différemment, mais voilà, c'est la fin d'une époque qu'on peut ressentir même maintenant de nos jours. Enfin bref, je vais pas faire le rapprochement, mais on est à la fin d'une époque et c'est ce qu'on a voulu montrer. Alors justement, vous évoquiez Bernard Desrands qui jouait le président. Ouais. Alors racontez-nous comment vous avez eu ce grand homme de la comédie française, n'est-ce pas, qui a joué dans des milliers de films. Ah oui, il a joué. C'est surtout un homme de théâtre vu que de la comédie française, mais il a tourné dans 80 films. Il a tourné dans Si Versailles m'était compté, où il donne la réplique à Orson Welles. Donc ce qui est pas mal. Il a tourné avec Fernandel, Bourvil, enfin tous les grands acteurs des années 50-60. Et il a tourné dans votre film. Il a tourné dans Zone d'ombre. Donc c'était des relations. On lui envoyait des bouts de scénario, des bouts de trucs. Il y a eu plusieurs refus. Et puis comme on était assez opiniâtre, on a insisté. Il a accepté. Donc mais à condition. Oui. À condition. Quand même.
que nous, petits Grenoblois, on se déplace. Non, ne vous minimisez pas. Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Ouais, mais quand donc même. Que la province débarque à Paris. Voilà. Vous voyez, non, on voulait le faire pour vous donner une anecdote chiffrée. Je sais qu'on n'aime pas trop les chiffres à la radio, mais ce monsieur, il fait une pub pour une marque de yaourt quelques temps auparavant. Il était payé 5 000 € de l'heure. Nous, c'était 5 000 €, c'était à peu près 10% du budget de notre film, donc c'était juste pas possible. Donc il a accepté de jouer, mais il nous a dit voilà, il faut venir à Paris. Donc on a monté une équipe de tournage commando. On est monté à Paris dans un petit minibus, et puis il a dit, on avait trouvé un lieu de tournage à Paris dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il me dit j'arriverai à 13h, je partirai à 17h. Alors en plus il nous fallait une maquilleuse, donc on a réussi avec une copine qu'on avait à Paris de nous avoir la maquilleuse de Christine Scott Thomas. Non. Qui était une Espagnole qui connaissait cette fille et qui a accepté de venir moyennant un défraiement symbolique. Donc parce qu'il nous fallait quand même une maquilleuse, du taxi, oui, quand même. Une maquilleuse assez costaud, professionnelle. Ah oui. On a eu que des maquilleuses professionnelles par contre sur le tournage, parce que la peau ça touche à l'intime et donc il faut pas rigoler avec ça. Et donc il est venu à 13h. On avait répété déjà la veille tous les enchaînements, les changements de lumière, les changements de caméra, toutes les répliques, on avait tout retravaillé. Il est arrivé à 13h et à 16h55, on a fini le tournage. Et à 17h, il a pris son manteau, il a dit merci messieurs, dames. On a fait une petite photo souvenir et on l'a plus jamais revu. Un grand monsieur. Hein. Ah oui. Monsieur Bernard Derrand. Qui nous a quittés en 2013. Il était assez âgé, je crois qu'il était né en 1926. Alors on précise, Laurent Moyer, vous venez de l'apprendre, que le film va être reprogrammé donc au Ciné-Théâtre de la Mure et également au cinéma Jeu de Paume à Visil, courant 2017 à l'occasion des 20 ans de la fermeture des mines. Donc bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler. On va parler d'un autre film aussi très touchant sur les Cinaro. J'ai du mal avec Cinaro. C'est une petite station de ski française. On en parle d'ici une minute sur France Bleu Isère. France Bleu. Portrait d'Isère, notre invité aujourd'hui, Laurent Moyer de Mésange Productions. On rappelle que vous réalisez des films, des documentaires, des clips aussi, des vidéos sur essentiellement la Matésine. On évoquait à l'instant le film Zone d'ombre que vous aviez tourné il y a quelques années. C'était en 2000, je me souviens plus. On l'a tourné en 2005-2006, sorti en 2007. Voilà. Et vous avez tourné un documentaire, les Cinaro, cette petite station de ski française, la plus petite station de ski française, sur la motte d'Aveillan. Alors pourquoi ce film ? En fait, je suis adhérent de l'association qui gère, donc c'est une association de bénévoles. Cette station ne vit que parce qu'il y a l'énergie des bénévoles qui la font tourner. Très actifs les Matésins. Très actifs les Matésins. Et puis il y a des personnages moteurs aussi. Sans eux, je pense que les choses elles se feraient pas. Mais c'est une vingtaine de bénévoles qui font tourner cette station en collaboration avec le personnel de la motte d'Aveillan, enfin les employés communaux aussi qui donnent des coups de main, notamment sur le balisage ou sur le ski de fond par exemple. Voilà. Et donc une fois j'étais une assemblée générale de cette association qui gère, et puis raconter un peu les premières périodes de damage. Et donc j'ai eu des images. Je voulais voir le damage dans une zone, les hauts plateaux du Sénépi, voir une dameuse comme un jouet qui disparaît dans une immensité de neige. Et je me suis dit ça serait quand même bien à filmer ça. Et donc les idées amenant d'autres idées, je me suis dit tiens, on va raconter l'histoire de la station. Et puis on a étendu ça en disant on va raconter les 12 mois du massif de Sénépi. C'est pour ça qu'on en est arrivé à Cinaro, une année au creux du Sénépi. La plus petite station de ski française, qui est au cœur du plus grand alpage clos d'Europe. Donc on a raconté l'histoire de la station et l'histoire du berger aussi. Oui, et alors une station qui a failli disparaître définitivement, puisqu'elle a subi les assauts d'une bande de... on ne sait pas. On ne sait pas. Elle a été vandalisée en tout cas. Voilà, toujours est-il qu'elle a été vandalisée, et grâce à la mobilisation de la population, elle a pu rouvrir... En 2013. Oui, tout à fait, vous avez raison. En janvier 2013, oui. J'étais perdu un peu dans les dates. Nous, on a tourné de octobre 2012 à octobre 2013, donc on a eu la chance de voir la fin des travaux et de voir les moments émouvants de la relance de ce téléski. Alors, vous évoquiez un berger, Sylvain Turc. Ouais. Il vous a marqué, le garçon. Ouais, c'est un personnage emblématique du Sénépi.
c'est un type qui est assez jeune, parce que je crois qu'il a 42, 43 ans, donc très, il est très assez, jeune. oui, il est assez jeune, et ça fait quand même 23 ans qu'il est berger. Donc à 20 ans, il était déjà là, et il gère donc 850 vaches du mois de juin au mois d'octobre. Donc je l'ai suivi pendant cette période, de l'arrivée des vaches jusqu'à la redescente des vaches. J'étais avec lui pour voir son travail au quotidien. Ouais. Vous avez gardé les vaches avec lui? Ouais. Ouais, j'ai fait des trucs, ça a été assez compliqué parce que quand, par exemple, le but c'est de promener les vaches sur l'intégralité du Sinépi pour pas qu'elles restent au même endroit et qu'elles puissent pâturer un peu partout. Donc avec lui, des fois on a transporté 250 vaches d'un coup, et il peut y avoir un chien qui peut au devant du troupeau, et vous pouvez avoir le troupeau. J'ai quelques images sur internet où le troupeau vous charge, c'est-à-dire qu'il a peur du chien, il revient en arrière et vous vous retrouvez à voilà. Donc on a eu quelques moments assez épique avec Sylvain. Lui, le principe, c'est des génisses qui sont dans le. Donc, il a un travail d'inséminateur. Donc voilà, il insémine ses génisses, enfin pas toutes, hein, il a un certain nombre de génisses. Et puis il est aussi à la recherche de toutes les vaches blessées, parce que le Sinépi c'est un paysage très accidenté, donc elles peuvent tomber, se mourir. Il y a fréquemment, il y a fréquemment, il y en a 1 à 3 par saison qui peuvent mourir, et donc lui, il les cherche. Donc j'ai passé des fois 48, 72 heures à chercher une vache, à chercher une vache blessée, parce qu'il avait vu à la jumelle, et puis ensuite elle disparaît, et les vaches blessées se cachent souvent sous les arbres, comme les dans les oiseaux buissons, qui se cachent voilà. pour mourir. Exactement. Et vous n'avez pas eu envie de devenir berger à la Non. suite? Mais c'était très enrichissant, mais non. Laurent Moyer, vous restez avec nous, ça passe très vite avec tout ce que vous avez à nous raconter. Ça va être le moment de la question à l'invité. C'est un grand bonhomme qui va vous la poser. Ah bah oui. Un grand bonhomme des Signaros. C'est juste après Matt Simon sur France Bleu Isère. Les portraits de l'Isère, Michel Caron. Et c'est le moment de la question à l'invité. Laurent Moyer, vous avez choisi un ami de longue date, Gérard. Gérard, il est là en direct sur France Bleu Isère. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Alors Gérard, vous aviez une question à poser à votre ami Laurent Moyer. Vous étiez sur le tournage du film sur les Signaros, et je pense que la question est en rapport avec ce film. Allez-y, il vous écoute. Bien sûr, ouais, parce que bon, au-delà de la fabuleuse aventure humaine que ça a représenté pour beaucoup de personnes, et moi en particulier, j'aimerais savoir ce qui l'a le plus marqué dans ce tournage, sur des séquences, sur des contacts avec des gens, j'aimerais savoir ce qui l'a vraiment marqué pendant toute cette année, 2 ans même de tournage. Alors mon cher Laurent. C'est une excellente question qui est très vaste. Je vous remercie d'avoir posé les fins un peu politiques. Merci Gérard, cette question, pas piège, non. Donc Gérard, c'est le chef d'exploitation des Signaros, c'est c'est le moteur, c'est sans Gérard, c'est un des personnages principaux du documentaire, avec donc Sylvain Turc, qui est aussi Marcel Cotin, qui est le père, qui est encore en vie, qui a créé les Signaros dans les années 60. Bonjour Marcel, qui nous écoute, j'espère que Marcel nous écoute. Ouais, ce qui m'a touché justement, c'est franchement, c'est l'énergie qui est donnée par ces gens-là. Franchement, passer du temps de ces loisirs, parce qu'ils sont tous bénévoles, pour que d'autres personnes puissent profiter d'une station de ski à des coûts très faibles, parce que on est aux alentours de, je crois, le tarif le plus cher, mais Gérard, tu me contrediras, je crois que c'est aux alentours de 6 €, un truc comme ça. Alors Gérard, la journée. C'est combien le forfait journée? Plein tarif, oui, c'est 6 € la journée, ouais. Eh ben, profitez-en, c'est les vacances, il faut y aller. Et donc, c'est ce travail, c'est vraiment cette bon esprit. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, même en dehors des Signaros, c'est le côté humain des choses. Et là, franchement, il y a une belle humanité. Et dans un monde qui devient peut-être un peu cynique, de voir qu'il y a des gens qui font des belles choses comme ça, avec beaucoup d'abnégation, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça mérite d'être montré. Lorsque nous avons préparé l'émission, pas plus tard qu'hier, vous évoquiez un moment très fort qui était justement la rouverture de la station. Parce que pour Gérard, le téléski c'est son bébé. Lui, il est très axé sur le téléski. Donc c'est son bébé. C'est lui qui l'a remis en route. Donc depuis ce vandalisme de décembre 2010. Donc il y a eu un petit coup de moins bien pour tout le monde. Et puis finalement tout le monde a pris le challenge de remonter ce téléski. Et nous, comme on a attaqué en octobre 2012, on a vu la fin des travaux.
Et effectivement, la première perche, le premier coup de moteur électrique, c'était quand même un moment sublime. Un gros baume dans le cœur. Qu'on n'oublie jamais. Bon, merci beaucoup en tout cas Gérard de nous avoir fait revivre ce moment. Merci infiniment. Passez une excellente après-midi. Laurent Moyer, merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et donc, Portrait d'Isère à réécouter en podcast sur francebleu.fr. Merci à vous. Merci Michel.